les conférences, c'est un peu pompeux, mais les causeries sur l'absinthe et leur histoire, plus de 50% des personnes me disent « Monsieur, c'est interdit, ça rend les gens ». Donc je suis là pour établir un certain nombre de vérités. Donc avant tout, je suis historien et académicien de l'absinthe. Nous sommes deux académiciens au monde. Nous avons créé avec Pierre-André de Lachaud, qui est un historien et un écrivain suisse sur l'absinthe, l'Académie il y a quelques années. Alors, il faut savoir que l'absinthe est un alcool très éthylique qui a été interdit en Suisse, berceau de l'absinthe, la Suisse, le Val-de-Travers, le 7 octobre 1910, à la suite d'un fait divers grave. On s'est rendu compte qu'un homme avait tué sa femme, ses enfants avaient essayé de se supprimer. Et le corps médical suisse, depuis des décennies, était à la recherche d'excès pour interdire cette boisson qu'on disait dangereuse. Donc, 7 octobre 1910, en Suisse, interdiction de fabriquer, de commercialiser et de consommer l'absinthe. Ça a été une double catastrophe économique. La première pour tous les cultivateurs qui, dans le Val-de-Travers, cultivaient non seulement la grande absinthe, l'absinthe officinale, mais toutes les plantes qui rentrent dans la composition de la liqueur à base d'absinthe. Oui. C'est quoi le Val-de-Travers? Val-de-Travers, c'est une belle région de la Suisse. Très belle vallée où... Canton de Vaud, non? Comment? Canton de Vaud. Canton de Vaud, c'est du côté de Neuchâtel. Au-dessus de Neuchâtel. Donc, de toutes les plantes qui rentrent dans la composition, parce qu'il y a la grande absinthe, l'absinthe officinale, les mélises, les armoises, l'absinthe étant de la variété d'armoise, il y a à peu près 300 variétés d'armoise, de la menthe, de la réglisse, de la coriandre, de l'anis étoilé qui n'est plutôt des pays chauds, et de l'anis vert. Et la seconde catastrophe économique a été, donc ils ne pouvaient plus travailler, cultiver ces plantes-là puisque l'interdiction était arrivée. Et la seconde catastrophe a été pour Pernod, qui était le plus grand fabricant au monde d'absinthe, qui avait une distillerie à Couvet dans le Val-de-Travers, donc côté suisse, mais qui depuis quelques années avait installé une distillerie à Pontarlier. L'absinthe interdite, il y a eu autant de délirium tremens derrière parce que les gens se sont rabattus sur des alcools forts. Et on sait que tout excès d'alcool fort détruit le foie, les neurones ensuite, quand c'est pas les dents en même temps. Mais l'interdiction est arrivée en France 5 ans plus tard, 1915, à la suite des rumeurs et du décret voté en Suisse, mais aussi sur la pression des viticulteurs du Bordelais, qui ne vendaient presque plus de vin dans les bistrots. Il y avait une telle demande en consommation aussi que les femmes buvaient de l'absinthe à la terrasse des cafés. Il y a tout le petit cérémonial qu'il faut savoir, avec son verre, mais sa petite cuillère, son sucre, et l'eau glacée qu'on verse dessus, un peu comme si on préparait une infusion ou son thé. Et l'interdiction, donc 1915 en France, Pernod a eu une idée de génie. Il a supprimé de toute cette composition uniquement la plante absinthe. Qu'est-ce qui reste, le pastis à l'ancienne. Et l'engouement du pastis, même si les anisés existaient auparavant, l'engouement du pastis est venu de l'interdiction d'absinthe 1915. Alors il faut savoir que le renouveau est arrivé. Si je vous parle de l'absinthe, je pourrais vous en faire consommer aujourd'hui, c'est complètement légal maintenant en France, depuis un décret de 1989 de Michel Rocard, qui a donné l'autorisation d'utiliser à nouveau la plante absinthe dans les liqueurs. Mais les liqueuristes n'ont rebondi que 10 ans plus tard. C'est Venelle, autrement dit qui fabriquait la Versainte à côté d'Aix-en-Provence, qui est le premier à relancer l'absinthe en France. Quelques mois plus tard, c'est l'Absente, la marque, à Fort-Calquier. Quelques mois encore après, c'est François Guy à Pontarlier. Et le berceau d'absinthe, qui est la Suisse, n'est intervenu dans la fabrication que 5 ans plus tard, parce qu'ils ont des systèmes de votation en Suisse avec leur canton très difficiles, donc l'autorisation est arrivée beaucoup plus tard, 5 ans plus tard. Mais le législateur, il fallait bien qu'il passe de l'interdiction à l'autorisation. Pourquoi avant a-t-on dit non, et pourquoi d'un seul coup on dit oui? Le législateur a œuvré avec quelque chose qui est un peu pipeau, mais je vous dis tout de même, c'est que on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de la plante absinthe, il y a une substance dangereuse qui est la thuyone. Il faudrait boire des extraits de thuyone pour que ce soit dangereux. Et le législateur a dit, si au moment de la distillation, maintenant, on descend la teneur en thuyone à 25-30% maximum, on va à nouveau autoriser.
et la fabrication, et la commercialisation, et la consommation de l'absinthe. Donc toutes les absinthes que vous pouvez déguster actuellement en France sont sous cette législation, ont une teneur, c'est sur l'étiquette d'ailleurs, maximum de 30% de thuyon. Maintenant, comment se sert-elle? Dans les plus beaux bistrots, il y avait de très belles fontaines à eau, avec les robinets. On mettait le verre, la dose d'absinthe au fond du verre, la cuillère, le petit sucre, et on ouvrait doucement le robinet pour qu'au goutte à goutte, l'eau transperce ce sucre, se charge donc ce sucre de cette liqueur, qui ensuite va venir se mélanger dans le verre, et là vous avez des volutes, vous avez tout un cérémonial donc qui existe, toute la transformation qui se fait pour la consommation de l'absinthe. Alors si on arrive maintenant à parler de l'absinthe et des poètes, c'est qu'il y a eu des dérives, et que certains en ont abusé, vous le savez. Ça a été les grands écrivains, mais ça a été aussi les peintres. Ça a été de Toulouse-Lautrec à Van Gogh, à Verlaine, etc. Pour qui j'ai compté lors de l'exposition de Verlaine au musée de Paris, au musée de Lettres et Manuscrits, et celui de Bruxelles. J'ai fait l'intervention sur l'ouverture de l'exposition, et toutes les dérives de ces gens-là. Il faut savoir qu'à la fin de leur vie, ces gens-là, dont on doit reconnaître la qualité de leur œuvre tout de même, on était rendu à boire ce que ne vous ferez jamais, ce qu'on appelle le tremblement de terre. Autrement dit, dans un verre sans eau, ils mettaient moitié absinthe, moitié cognac, et ils flambaient. Il était naturellement flambé, vous l'avez compris. Et de belles anecdotes, nous arrivons après au texte des poètes, c'est que Toulouse-Lautrec a été interdit de boisson. Il a eu des cures de désintoxication violentes, Toulouse-Lautrec. Il faut savoir que quand il est hospitalisé, il allait fouiller dans les chambres des voisins d'à côté pour essayer de trouver de l'alcool à 60 degrés pour les pansements. À l'époque, il y en avait un peu partout. Les bouteilles de parfum qu'il terminait, des voisins de Chambray. Et comme il était complètement interdit, il avait trouvé une astuce, Toulouse-Lautrec. Et j'ai eu le mérite, comme ambassadeur de l'absinthe, que l'on m'offre il y a 3 ans la réplique exacte de la canne de Toulouse-Lautrec qui est au musée d'Albi, en palissandre. Et dans cette canne, Toulouse-Lautrec faisait venir tous les jours un ami. Et dans cette canne, en dévissant le pommeau d'argent, vous avez un petit verre. Comme il ne buvait jamais en Suisse, ça veut dire qu'il ne buvait jamais tout seul. En Suisse, on boit, c'est encore, je dirais que c'était toléré après l'interdiction. Vous avez ici un second verre pour le copain. Et puis bien sûr, dans le reste de la canne, en dévissant encore, là vous avez, là, avec le petit bouchon en argent s'il vous plaît, vous avez la réserve d'absinthe. Et bien sûr, quand le copain repartait, la canne était vide, et le lendemain au retour, la canne était pleine. Et Toulouse-Lautrec pouvait consommer. Alors, beaucoup ont écrit sur l'absinthe, les plus grands. Donc je vais vous lire quelques textes. C'est par exemple Chateaubriand. Je vais chausser mes lunettes. Tous sont écrits de courts textes souvent, mais de très beaux textes. Et puis, il y aura tout à l'heure un ou deux textes sur Verlaine au moment où il était emprisonné à Bruxelles, à Mons très exactement. Dites-moi sur quelle page ça se situe. Voilà. Quelques mots sur l'absinthe des plus grands, de Chateaubriand, dans son génie du christianisme. Bourdonnant autour d'une coupe d'absinthe où par hasard sont tombées quelques gouttes de miel. Alfred Jarry, l'eau, liquide si impur qu'une seule goutte suffit à troubler l'absinthe. Henri Lacordaire, la vie, cette goutte de lait et d'absinthe. Alfred de Musset, dans un souper chez Mademoiselle Rachel. Elle versait de l'absinthe dans un verre et elle mouillait son absinthe avec ses larmes. Voltaire, dans Zadig, rappelle un proverbe arabe. La première lune après le mariage est de miel et celles qui suivent sont absinthes. Gustave Flaubert, dans Les chants et les grèves. Orgueil, ton goût d'absinthe remonte dans toutes les bouches et tous les cœurs te ruminent. Citation d'Edmond de Goncourt, que j'aime beaucoup, tiens. Pour Gommeux,
l'on prétend que c'est l'appellation de mépris que les femmes donnaient dans les cabarets de Barrières à ceux qui mettent de la gomme dans leur absinthe, à ceux qui ne sont pas de vrais hommes. C'est un texte qu'a écrit Verlaine, il en a écrit beaucoup en prison, sur du petit papier qu'il trouvait comme cela. Vous savez quel était son encre? Avec une pointe d'allumette, il trempait dans du café noir. Ça lui permettait d'écrire. Il a fait ses plus beaux poèmes en prison, dont celui-ci quelques jours seulement après son incarcération. Au lecteur. Ce n'est pas de ces dieux foudroyés, ce n'est pas une infortune, poétique autant qu'inopportune, au lecteur de bon sens, ne fuyez. On sait trop pour le prix du malheur, pour le perdre, en disert gaspillage, vous n'aurez ni mes traits, ni mon âge, ni le vrai mal, secret de mon cœur. Et de ces vers maladifs, faits en prison pour tout dire, on ne va pas crier aux martyrs, que Dieu vous garde des expansifs. On vous donne un livre fait ainsi, prenez-le pour ce qu'il vaut, en somme, c'est l'Exigusonia d'un autre homme étonné de se trouver ici. On y met, avec la bonne foi, l'orthographe à peu près qu'on possède, regrettant de n'avoir à son aide que ce prestige d'être bien soi. Une ode à l'absinthe qui est attribuée à Alfred de Musset. Salut, verte liqueur, Némini de l'orgie. Bien souvent, en passant sur ma lèvre rougie, tu m'as donné l'ivresse et l'oubli de mes mots. J'ai vu plus d'un géant pâlir sous ton étreinte. Salut, sœur de la mort, apportez de l'absinthe qu'on verse à grands flots. Il est temps, à la fin, que je te remercie, celui qui ne sait pas toute la poésie qu'un flacon de cristal peut porter à son flanc. Celui qui n'a jamais près d'une table ronde vu d'un œil égaré les globes et le monde valser en grimaçant. Puis avant quelques anecdotes aussi sur l'absinthe, je voudrais vous lire un texte. Oh, peut-être on va commencer par les anecdotes. Je vous ai parlé de l'incendie de l'usine de Pontarlier. En 1902, l'usine Pernod prend feu à Pontarlier. À l'intérieur, il y avait des cuves avec des milliers d'hectolitres d'alcool. Vous savez que ce sont de vraies bombes. Et comme l'usine commençait à flamber, un ouvrier a eu la présence d'esprit d'ouvrir les vannes. Mais comme l'usine Pernod se situe au ras du Doubs, vous avez compris, toute l'absinthe coulait à flot dans le fleuve. Et les pompiers, avec leurs casques, retiraient à la sortie de l'usine autant d'absinthe que d'eau. Et les gens de la ville, alertés par la fumée, venaient aussi se servir. On dit que les truites flottaient entre deux eaux, mais qu'aussi la coloration du fleuve a permis de découvrir la résurgence de la Loue. Et c'est depuis cette époque-là que lorsqu'une petite rivière s'enfonce en terre, on y met du colorant pour savoir où elle ressort. C'est une conséquence de l'incendie de la maison Pernod en 1902 à Pontarlier. Belle anecdote aussi dans le Val de Travers où je suis allé pendant 30 ans en quête des témoignages de ceux qui avaient fabriqué l'absinthe. Au-dessus de Sainte-Croix, il y a en pleine montagne une source glacée et à côté il y a un vieux tronc d'arbre creux. Et à l'époque, il y a encore 10 ans, on y trouvait toujours une bouteille d'absinthe. Donc on pouvait se servir avec un gobelet, son absinthe, l'eau glacée, mais il était de bon ton quand on terminait la bouteille d'en remettre une. Malheureusement, certains ont exagéré et que depuis, elles ont été volées, on ne trouve plus. Maintenant, il faut venir avec sa petite gourde, sa petite fiole. Mais quand je vous ai parlé de l'interdiction de l'absinthe en Suisse, il y avait une tolérance pour ceux qui fabriquaient l'absinthe pour leur consommation, à condition qu'ils paient la taxe sur l'alcool qui servait à faire cette absinthe. Donc les services des indirects fermaient les yeux, c'était une belle tolérance. Seulement, pour ne pas payer la taxe,
certains ont fait venir des centaines d'hectolitres d'alcool venant de France. Et les services des indirects mis au courant ont fait des descentes, ce qu'on appelle. Et là, on défonçait des dizaines d'alambics dans le Val de Travers. Mais certains subissaient, il y a eu de la délation. Et certains ont dit, dans cette grande maison, on fabrique encore de l'absinthe. Le service d'indirect arrive, trouve un faux de bouteille, ce n'est pas répréhensible, continue à surveiller la personne, qui se sentant surveillée fait attention aussi. Les indirects reviennent à la charge et en inspectant disent, vous avez au-dessus de la grande bâtisse une cheminée que nous n'avions pas remarquée, à quoi sert-elle? Le gars qui ne se démonte pas dit, c'est un petit poêle d'appoint, l'hiver nous le chauffons pour la pièce, vous pouvez l'allumer. Le gars embarrassé quand même un peu, met un peu de bois, met un papier, allume. La fumée ne sortait pas par la cheminée mais revenait dans la tête des gars des indirects, qui pas contents continuent à fouiller, à sonder, ne trouvaient rien. On fait venir un expert géomètre qui a pris les dimensions extérieures de la maison, les épaisseurs des murs, la surface des pièces, il manquait 9 mètres carrés. Ils ont tapé un peu partout et là, subitement, un pan de bibliothèque pivote, il y avait 9 mètres carrés avec descente à la cave, avec toute la distillerie clandestine qui a été retrouvée suite à cette délation.